Bonjour à tous et bienvenue dans la Debugroom, l'émission du développement web et mobile, présentée par Teddy Valente et Benjamin Hazan. La Debugroom est disponible un lundi sur deux sur debugroom.fr. Bonjour à tous et bienvenue dans la Debugroom. Au sommaire de cette émission, une section vieille un petit peu légère, mais un dossier absolument passionnant, puisqu'aujourd'hui nous vous proposons, grâce à Teddy, de vous expliquer comment bien débuter avec Amazon Web Services. Et ce sera une série qu'on va tenir un petit peu pendant quelques épisodes pour que vous puissiez un petit peu découvrir l'ampleur des services proposés par Amazon. Dans la Toolbox, on vous parlera de Firefox et d'un autre petit projet dont je vous garde le secret pour plus tard. Et dans la zone 404, vous verrez, on va bien se détendre. A tout de suite. Gardez l'œil ouvert, c'est de la section veille. Salut Teddy, comment tu vas? Ça va très bien. Ça va? Bon, t'es prêt à attaquer notre section veille? C'est parti. Et dans la section veille aujourd'hui, je te propose de te présenter un article de SitePoint qui nous a regroupé une petite sélection de 20 ressources pour, plutôt pour les développeurs front, il n'y a pas de doute. Donc c'est voilà, les éléments HTML, la table d'égalité de JavaScript, les sujets pour l'accessibilité web, c'est quand même un point important de plus en plus, et tout un tas d'autres choses tout à fait délicieuses. Je vous invite à aller voir si vous faites du développement front, de l'intégration basiquement. Il n'y a aucune chance qu'il n'y ait rien qui vous intéresse dedans. Donc allez-y, moi je vous recommande de le faire. T'en as trouvé des choses intéressantes? Bah oui, déjà, il parle de ECMAScript 6. Et ça, on aime Donc bien. effectivement, même un développeur chevronné, on va dire, c'est pas forcément quelque chose qui est encore très, très bien exploré. C'est clair. Et puis, ouais, effectivement, il y a l'air d'y avoir des choses pas mal. Bon. Bah, écoute, si c'est validé par tes soins, c'est super. Ah, c'est quoi ça, ZIL? ZIL, c'est... je crois que c'est une... j'en sais rien. Ah, en fait, c'est une sorte de dictionnaire d'API, quoi. Ah oui. Pour avoir des API offline, plus de 130. Ouais, c'est pas mal. Ça a l'air d'être bien. Les cheat sheets, ça j'aime bien. Généralement, j'aime bien ce truc-là. Les cheat sheets, ouais. Ok, très bien. J'irai voir ça, parce qu'effectivement, j'avais pas vu ça. Ouais, non, c'est... bon, il y a toujours des choses intéressantes là-dedans. Il n'y a pas tout à prendre, il n'y a pas tout qui est intéressant, mais il y a toujours au moins une ressource dedans qui vaut le coup d'aller regarder dans les détails. On vous laisse regarder ça. À toi de nous parler de HHVM. Ouais, alors HHVM, on en a déjà parlé plusieurs fois dans la DBR. Donc c'est, grosso modo, c'est ce qui pourrait être le futur de PHP. Donc même si en ce moment ça stagne un petit peu, PHP, la version 6 dont on parle depuis un bout de temps qui arrive toujours pas. Ouais, PHP, c'est clair. Et donc HHVM, donc ça vient de Facebook. Oui. Qui eux ils l'utilisent déjà en prod. Ouais. Et donc par contre c'est en quelque sorte c'est une réécriture de PHP et qui change pas mal de choses, mais ils sont en train de faire en sorte que ça soit le plus transparent possible. Et quelle est la bonne méthode pour ça? Et c'est ce qu'ils sont en train de faire en ce moment, c'est de jouer les tests des principales librairies ou des principaux frameworks ou des principaux CMS qui sont sous PHP. Et donc en ce moment, et c'est ce qu'ils sont en train de faire beaucoup, c'est de prendre effectivement tous ces jeux de test et d'essayer de faire en sorte que ça passe, tout simplement. Ouais. Et donc c'est quelque chose qui avance, et là en ce moment ils sont à 22 frameworks qui sont à 100% de tests qui passent. Donc dans ces frameworks, bah là on a la liste. Donc moi, comme d'habitude, il y en a plein que je connais pas. Dont j'avais jamais entendu parler. C'est clair. Mais voilà, donc on a des choses qui sont très connues comme CodeIgniter, Doctrine 2, ouais, c'est connu, mais sans plus. Il y a Drupal. Voilà. Donc même si Drupal, là ce qu'ils ont testé, c'est beaucoup les tests PHP Unit. Ouais. Et Drupal, c'est pas tous les tests ne sont pas sous PHP Unit. C'est une bonne réutilisation de tests déjà écrits pour valider que ton interpréteur PHP est bon. Non, c'est cool, c'est une bonne technique. C'est vraiment la bonne chose à faire. Donc c'est ultra transparent, tout ça c'est fait de façon on a PHP open source. On a même MediaWiki. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? PHP MyAdmin, ça tous les développeurs. Et puis PHP Unit. Donc c'est un petit peu Inception, c'est-à-dire qu'ils testent PHP Unit avec PHP Unit. Bon, blague à part, non, je trouve que la démarche est vachement bonne. Moi, je suis vraiment
vraiment ouais, impressionné par l'idée. Puis je trouve l'idée vachement pertinente, quoi, de se dire, bah voilà, il n'y a pas besoin de tout inventer, de recréer Ouais. des tests, réutilisons ce qui existe déjà. Non. Je crois que c'est une bonne façon de montrer que ce qu'ils ont fait, cette réécriture, reste en grande partie compatible. Yes, Donc absolument. voilà, en tout cas, ça veut bien dire que ça avance et apparemment un grand pas. Yes, c'est cool, bravo à eux. De quoi tu nous parles maintenant? Alors moi, je vais vous parler non pas de PHP, mais justement de la suite. C'est-à-dire que bon, on utilise tous les jours la couche, la pile en français, la pile lampe, donc Linux, Apache, MySQL, PHP. J'ai failli me tromper, allez, pas de blague. Bon, ouais, on vous en a parlé déjà plusieurs fois. La pile qui pourrait être un candidat pour le remplacement de celle-là, Tu pourrais. c'est Min, hein, c'est MongoDB, ExpressJS, AngularJS et Node.js. Euh, et comme c'est quand même des technologies qui sont très nouvelles, enfin voilà, ça nécessite encore un petit peu de maturité pour être vraiment exploitable en production, en tout cas complètement. Et en tout cas, ça a besoin d'être popularisé un peu plus. Eh bien, je vous propose un article pour une petite introduction sur cette stack, donc voir quel est le rôle de chacun des modules de cette pile, de cette de ce groupement de technologies et comment on les installe, comment on les utilise, comment ils vont vous accompagner dans la réalisation d'un petit projet de test. Et voilà, moi je l'ai suivi, c'est assez simple et honnêtement, ça m'a permis de mieux comprendre un peu les tenants et les aboutissants de cette architecture de développement. Moi, j'aime bien. C'est pas pour autant que je vais changer de techno pour le moment, parce que déjà mes clients ne me la demandent pas. Mais c'est vrai que c'est bien de la garder sur le radar, parce que s'il y en a une qui a des chances de percer, c'est quand même celle-là. Donc laissons-la. Commencez à regarder si vous la connaissez pas du tout. C'est un bon point d'entrée. Est-ce que t'as des choses à rajouter sur Non, cette stack? ça m'a l'air bien complet. Ouais, Bon, ouais, après, le seul truc peut-être, c'est que... bon, déjà, ce que j'aime bien, c'est que c'est full JavaScript. oui, Donc ça, c'est toujours... Enfin, c'est ce que je dis souvent, hein, c'est que jusqu'à maintenant, on faisait beaucoup de langages différents. c'est clair. Entre le PHP côté serveur, si on a de la chance de faire que du PHP, et JavaScript, HTML, CSS, et potentiellement d'autres choses encore, comme du Flash, ou je sais pas quoi d'autre. D'autres Ça faisait merveilles, beaucoup de langages à connaître, alors que là, au moins, on a du JavaScript partout. c'est clair. Ouais, après, ouais, effectivement, ça a l'air pas mal. Je le suivrai, ce, ce tutoriel. Parce que Alors, finalement, c'est un tutoriel qui te prend bien la main du début à la fin. ouais, alors je te cache pas qu'il est un peu long hein, quand même, hein, à aller jusqu'au Bah, bout de la oui, chose. forcément. Bloque-toi une bonne heure, hein, ça va prendre Ouais. ça. Donc voilà, faut quand même se prévoir un petit peu de temps. C'est pas un truc, c'est pas une vidéo de 3 minutes à regarder et puis on a tout compris. C'est un peu long, voilà, c'est un peu le sujet. Et ça n'existe pas encore comme il y avait pour PHP, je sais plus comment ça s'appelait, tu sais, les trucs que tu t'installais, t'avais tout qui était déjà plugué ensemble, tout ça. Ah, genre des mamps, des choses comme ça? Non, c'est ça dont tu parles? Il y avait un nom, il y en avait qui était connu, je me rappelle plus comment ça Il y avait s'appelait. Ah, ça, pardon. Easy PHP, Oui, voilà, c'est ça. celui-là. Alors ça, je sais pas du tout. Très sincèrement, je pense que ça existe. Moi, je l'ai pas encore vu passer, mais je pense que ça existe. Voilà, je sais pas si vous le savez, n'hésitez pas à nous le dire, ça nous intéresse. Mais c'est vrai Parce que que ça, bah, pour le coup, c'est top pour ouais, c'est démarrer clair une de nouvelle faire techno, de de faire pas deux trois clics en s'emmerder disant c'est bon, j'ai mon environnement de développement voilà, prêt. de pas s'emmerder à tout plugger, C'est sinon clair. autant faire du Java. Ouais, après, ceci dit, l'installation de l'environnement de travail, c'est pas ce qu'il y a de plus long dans le tutoriel dont je vous parle, donc c'est pas non plus Oui, la parce que mer à c'est boire. pas, Et puis surtout pour comprendre, c'est quand même intéressant. oui, parce que c'est pas un tutoriel juste pour installer les trucs, Ouais, c'est pour faire une application aussi derrière. c'est clair. Ouais, très bien. Bah, je vais le suivre, tiens. Super. On aura fini. Allez. Toi, tu nous parles des CSS 3D. Ouais, bah, je vais pas vous parler des CSS 3D, mais c'est un lien CodePen. Donc sur CodePen, je sais pas si c'est quelque chose qui est très connu, CodePen. Si, si. Ouais, Non, c'est si, ce si, qui hein. est plus connu, C'est parce que je vois le JS plus Fidel souvent, qui est voilà, c'est JS Fidel. si, si, ça marche. Voilà. CodePen, c'est la même chose, hein. Ouais. On va, C'est fait par une autre boîte, mais c'est le même délire. voilà, Hein. c'est Enfin, vraiment la même chose. Et là, en fait, c'est tout un système solaire qui est fait, qui est représenté oui, avec l'utilisation de CSS 3D. c'est Et juste dingue. bah, du coup, ce qui est bien, c'est qu'on peut voir comment ça fonctionne. Si on a le code, voilà, c'est CodePen, on a le code exactement qui est visible tout de suite et on peut l'éditer en direct et voir ce que chaque variable, ce que chaque fonction fait. Et du coup, le rendu, il est quand même c'est un peu Ah, il est complètement dingue le rendu. Il franchement n'y a pas mal. aucun problème là-dessus. Il est juste ahurissant.
Et ça, voilà. Donc ceux qui connaissent pas, qui s'intéressent un peu au CSS 3D ou avec toute la composante JS qui va avec, parce que pour faire ce genre de choses, il y a encore besoin de JS. Ouais, il y a encore besoin de JS. Et voilà, allez Pas le tant voir. que ça, hein, sincèrement. Hein. Ouais, en Non, fait, il y a c'est des choses surtout la cachées. gestion des événements, quoi. Ça, Ouais. on a toujours besoin de, Oui, ça, il y a toujours besoin. voilà, Ouais. pour répondre aux événements. Mais au-delà de ça, le reste, ça tourne ça fait tout, Ouais, hein, voilà. c'est Et tout en effectivement, il y a CSS. tout qui est fait en CSS. Et ça, c'est quand même Quasiment. bien. Hein, Voilà. Donc, allez voir ceux qui s'intéressent, même ceux qui s'intéressent pas forcément, parce que ne serait-ce que voir l'animation. Graphiquement, rien que ça, c'est bluffant, ça donne envie de Ouais. s'y intéresser, ça c'est clair. C'est clair. Si ça vous donne pas, si vous n'en avez pas envie maintenant, quand vous aurez vu cette animation, je pense que ça vous donnera, comme moi, envie de vous y intéresser. Exactement. Donc, allez voir ça. En plus, c'est vraiment pas juste une démo, en fait. C'est presque une application en elle-même, parce qu'on peut voir, La on peut voir la différente vitesse distance de chaque avec, planète, et ainsi que la taille. Ouh. Ah, Voilà. faut être, Donc, c'est vraiment super bien fait. c'est clair. Et par contre, ça vaudrait presque le coup d'avoir un double écran, d'avoir l'animation à droite et puis le code Ouais, à parce que gauche. c'est vrai que du coup, ça prend pas mal de place. Ouais. Enfin voilà, c'est vachement bien fait. cool. C'est un peu dans la même veine que les autres liens que j'avais mis Ouais, avec l'œil et puis la le tête, hein. Ouais, visage. c'est dans la même veine. Et... Sauf que là, c'est dans CodePen et du coup, on peut vraiment l'éditer en direct dans son navigateur. Voilà. Yep. Et ça, c'est assez impressionnant de voir Grave, ce truc-là. c'est complètement bluffant On de arrive voir ce vraiment qu'on à arrive faire à des faire choses, juste avec du CSS. Alors évidemment, j'imagine que la compatibilité des CSS, des propriétés CSS 3D est un petit peu limitée. Ah bah, ça marche pas sur IE6, ça c'est sûr. Mais on sait que ça ne fait qu'à s'améliorer, donc n'hésitons pas. Donc, mais bon. En tout Non, cas, c'est cool. merci Un bon à lien. Juliane Garnier de nous avoir fait ça. Yes, c'est bien cool. Bravo à lui. Maintenant, tu vas nous parler de One Page Nav Responsive and Fixed. Ouais, alors c'est toujours un petit peu dans notre petite habitude, on a deux marottes dans la debug room, on a l'ECMAScript 6 et le Vanilla.js. Donc du coup, là c'est du Vanilla.js, donc je vais vous parler. Donc le Vanilla.js, pour vous le représenter, c'est faire du JavaScript naturel, pas de jQuery, pas de prototype. Bon, on peut plus beaucoup de prototype très sincèrement, mais voilà, surtout pas de jQuery. Et donc là, ce qui nous est proposé par cette personne-là, c'est de... alors attends, je crois qu'il s'appelle Vige quelque chose. Viljami S. Viljami S. C'est Sébastien. C'est Sébastien. Il nous propose en fait un petit bout de code en JavaScript naturel pour créer une navigation fixe et responsive. Alors que d'habitude, voilà, on utilise plutôt des plugins jQuery pour faire ces choses-là. Ouais, et du CSS, bien évidemment. Voilà, vous avez en JavaScript naturel le code de cette chose-là. Donc c'est évidemment disponible sur GitHub. Vous irez voir si vous avez des projets qui ne nécessitent pas forcément JavaScript. Et ce qui est impressionnant, moi, c'est ça qui m'a bluffé, c'est le côté que ça fonctionne jusqu'à IE6. Et ça, quand même, c'est quand même respectable comme performance, il me semble. Ouais, bien dû s'emmerder pour ça. Je pense aussi. Bref, voilà, vous verrez, il y a l'animation du comportement et c'est top. Et vraiment, c'est exactement dans la mouvance des navigations qu'on fait aujourd'hui en responsive web design. Donc, bravo à Viljami S. Très bien. À toi maintenant de nous parler d'un petit retour d'expérience sur le NoSQL. C'est exactement ça, un ça. retour d'expérience. Donc c'est Matt Butcher qui est software engineer chez Revolve. Donc on s'en fout de ce qu'ils font Revolve. Mais ce qui est intéressant, c'est que ils ont fait une migration de leur base de données sur une solution de NoSQL. Donc ils ne parlent pas de vers quel NoSQL ils sont partis, mais en tout cas ils viennent de Postgre. Et donc ils ont fait ça. Apparemment ils ont bien galéré à le faire. Ils ont rencontré plein de problèmes. Et du coup, ils nous font un retour d'expérience là-dessus. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de... C'est vraiment une mode en ce moment des bases NoSQL ou NoSQL. Et c'est vrai que c'est encore un peu jeune, donc on peut avoir tendance à vouloir se mettre sur ce genre de technologie. On peut être poussé par quelqu'un au-dessus ou par un client à passer là-dessus. Parce que ça fait l'envie par l'attraction de la nouveauté en plus. Mais voilà, c'est pas tout rose.
Ouais. J'allais dire tout jaune, je sais pas pourquoi. Non. Mais c'est pas tout rose. Et bah là, pour le coup, on a un retour d'expérience. Donc ceux qui sont intéressés par ce retour d'expérience, Et puis ceux c'est pas qui si- comptent faire ce genre de choses dans les semaines qui viennent sur leur propre projet, allez voir ça. C'est assez intéressant à lire. C'est en anglais, mais c'est pas très compliqué à comprendre. Et voilà. Donc voilà. Pour vous résumer les choses. Les problèmes qu'ils ont eu, donc c'est déjà qu'ils ont des problèmes sur les outils d'import, Ouais. les outils de reporting, les outils de metrics, qui sont pas forcément ultra développés, qui sont pas forcément ultra. Ouais, qui sont pas au niveau de ceux que tu as sur Postgre en fait. Effectivement, parce Quand que t'es habitué. voilà, quand on est sur une base de données relationnelle, c'est plus vieux comme techno, donc on Ouais, a beaucoup plus de choses. plus d'environnement. Voilà. Ils ont eu des problèmes aussi beaucoup sur tout ce qui est le querying, je sais pas comment on dit en français. Le requêtage. Le requêtage, ouais, Je sais pas. Enfin voilà, parce que du coup, bah, ça, par contre, c'est inhérent au moteur. Ouais, c'est clair. Donc, En gros, ce qu'ils expliquent, c'est que NoSQL, ça permet pas de faire des requêtes suffisamment complexes. Et c'est ça, hein, ouais, c'est ça. disent, hein. Donc, du coup, alors après, est-ce que c'est parce que c'est une autre façon de penser ou d'écrire ses requêtes, etc. Peut-être. Mais voilà. Mais de toute façon, même si c'était le cas, que c'est juste un problème d'utilisation, c'est un problème que. C'est quand même un problème. Voilà, c'est un problème, surtout que tout le monde pourra rencontrer en passant d'une base de données relationnelle à une Parce base de qu'on a données. tous nos habitudes dans la base relationnelle, il faut être clair, quoi. Donc un bon petit lien à lire pour ceux qui avaient l'idée de faire ça. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de retours d'expérience sur le NoSQL, mais peu qui vont dans le sens, bah finalement, j'en suis pas satisfait, quoi. Donc non mais c'est intéressant. Alors, Hein, ils disent même pas spécialement qu'ils en sont pas satisfaits, ils disent juste que c'était pas le bon outil pour. D'accord. Oui, pas ça. Et maintenant, tu vas nous parler de quoi? Alors moi, je vais vous parler de ma petite marotte à moi. Alors là, pendant le dossier, on va vous parler d'Amazon Web Services. Et moi, la techno que je regarde pour l'hébergement, c'est surtout la plateforme cloud de Google. Et ils ont fait une petite évolution que moi, j'apprécie pas mal. C'est que maintenant, on peut utiliser GitHub pour faire du push to deploy. Donc, c'était pas possible avant, c'est possible maintenant. Pas grand chose d'autre à dire là-dessus, mais moi je trouve ça cool que Google continue à s'interconnecter avec l'ensemble des services de l'écosystème de l'ingénierie logicielle, pour parler un petit peu dans un langage de CS2I. Mais non, en gros, je trouve ça bien qu'il continue à s'ouvrir. GitHub c'est vachement utilisé et puis ça va permettre peut-être à plusieurs personnes de découvrir Google App Engine et tous ses copains. Donc moi je trouve ça top. Et je m'en suis pas encore, je l'ai pas encore utilisé, hein, je vous le cache pas. Mais ouais, non, je trouve que c'est un bon move, donc je voulais le souligner. Très bien. Je connais pas du tout la Engine, personnellement. Ok. Je vous en parlerai un peu plus dans un dossier. Ouais, ce serait bien. Ouais, cool. À toi de nous parler d'ECMAScript. Ouais, donc la ECMAScript, j'arriverai jamais à le dire cette Non, truc-là. t'y arriveras pas. ECMAScript, JavaScript 6, il n'est même pas encore sorti, on parle déjà de 7 et les versions même qui viennent après, qui viendront après. On espère qu'il y en aura d'autres après, d'autres versions. Bah, ouais. Et bah voilà, là c'est un repo GitHub où tout un chacun, comme d'habitude, peut venir discuter et proposer les prochaines grosses fonctionnalités qui seront incorporées dans du coup les prochaines versions de JavaScript ou de ECMAScript. Moi je vois parallèle JavaScript, moi je dis oui. Voilà, donc après, bon, là ça commence à devenir assez. C'est un peu précis, ça. Defensible classes, très sincèrement, je vois pas du tout ce qu'ils veulent pouvoir dire là-dedans. Mais ça a l'air bien. Si, tu vois ce que c'est, non? C'est l'idée que ça va être des classes qui sont ultra sécurisées, où on peut pas faire n'importe quoi avec. Enfin, voilà, ouais, bon, y a pas grand chose derrière. Il y a pas de détails là-dedans, mais voilà, donc par contre, là, c'est vraiment le début de l'initiative, hein, parce que, comme je te disais, avec MyScript 6, on commence à en parler, on commence à voir pointer le bout de son nez. T'as eu combien de commits dessus? Ouais, t'en as eu 11, donc effectivement, ouais. C'est le début même des contributeurs. Il y a que 4 contributeurs. Après, ce qui est intéressant, c'est les discussions qu'il y a autour, parce que voilà, c'est vraiment en cours. Et surtout, là, il n'y a rien d'officiel ou quoi que ce soit. C'est vraiment une initiative qui a été lancée par la communauté. Voilà, pour voir ce qu'on peut acheter les prochaines fois. Donc, pour ceux qui veulent s'investir ou qui s'intéressent à l'avenir de notre travail, puisque finalement, c'est ça qui est en train de se jouer, c'est pas mal à voir. Yes.
À ton tour maintenant de nous parler de ladder. Ladder. Alors ladder, en fait, c'est un petit script PHP qui va nous permettre de versionner les modifications qu'on fait dans une base de données. On sait par exemple dans Symfony ou dans, j'imagine que dans Zend aussi, on a un mécanisme de migration. Dans Rails, on l'a aussi, si je dis pas de bêtises. Ouais, je pense que tout vient de Rails en fait. Alors peut-être que peut-être que Rails est le père de toutes ces choses-là, mais du coup là, ça vous permet en fait d'exploiter le concept de migration, donc de dire bah voilà, modification 1, je rajoute une table, modification 2, je rajoute une colonne, etc., etc., et d'avoir la possibilité donc de le créer hors de tout framework, puisque typiquement quand on fait du WordPress, bah voilà, on l'a pas. Quand on fait d'autres types de CMS, c'est des choses qui nous manquent, et donc de versionner tout ça dans des petits fichiers. Et une des choses intéressantes qu'il y a dedans, c'est qu'il est capable, genre quand tu fais tes modifs directement dans la base, de les réextraire dans des migrations. Donc de décrire pour toi les migrations que tu as faites, de manière à ce que tu n'aies pas à aller à te dire, bah, alors qu'est-ce que j'ai rajouté, qu'est-ce que j'ai fait comme modif pour que mon code marche bien maintenant. Parce que les modifs que je fais dans mon code, bah, je l'ai dans mon Git, donc ça j'ai pas de souci. Mais par contre, les modifs que j'ai fait dans la base, ça c'est plus galère. Alors une de ses faiblesses, c'est qu'il va pas vous regarder les données, il va regarder que les structures. Donc voilà, si vous avez, s'il y a des problématiques de données, par exemple de paramétrage, bah, il faudra les reprendre en charge en plus de ça. Le paramétrage, il faut pas qu'il soit en bas, de toute façon. Ça peut. Ouais. Bon, effectivement, ça ressemble beaucoup à ce qui est fait dans Rails. Ouais. Mais bon, après, c'est quand même vachement plus sympa dans Rails. Espèce de fanboy. Ouais. Non, c'est pas ça, mais tu vois, c'est quand même. C'est verbeux. C'est très verbeux. Ouais, je suis d'accord. Mais ça. Voilà, mais après, c'est effectivement. Si après, quand t'as rien d'autre, au moins t'as quelque chose. C'est clair. Pas Puis un mécanisme de migration comme ça, c'est quand même ultra utile. C'est clair. Très bien. À toi maintenant de nous parler de la manipulation des flexbox. Ouais, les flexbox, c'est quelque chose qui est nouveau en CSS, qu'on peut commencer à utiliser, à vérifier sur kenaiuse.com par exemple. Mais là, ce qui est intéressant sur le lien que vous irez voir dans les notes de l'émission, c'est que en fait, on peut jouer avec les flexbox directement dans le navigateur avec l'interface qui va bien, en jouant sur les différents paramètres. Voilà, donc il y a rien d'extraordinaire, mais pour les personnes qui veulent aller voir ce que c'est. Ça permet de visualiser en fait, c'est ça? Exactement. Ouais, voilà, c'est directement dans le navigateur. Voilà, c'est super bien fait, c'est vachement efficace. Moi j'ai eu du mal à le comprendre, mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que si vous voyez en vidéo, c'est dans le contrôle panel qui est là sous la souris qu'en fait on rajoute ces flexbox. Moi, ah ouais, je l'aurais pas deviné là. Ouais, moi j'aurais jamais deviné à comprendre. Heureusement que tu nous as fait la démo. En fait, on rajoute, pour ceux qui nous écoutent en audio, c'est dommage, mais quand vous irez voir, vous comprendrez dans la colonne de droite, le deuxième. Appuyez sur le bouton plus du contrôle panel, vous comprenez tout de suite comment ça marche. Et après, vous pouvez jouer, voilà, le mettre en flexi ou fixe, et puis après jouer avec la taille du navigateur pour voir qu'est-ce que c'est que ça donne. D'accord. Non, c'est cool. Ouais, c'est vachement bien, ça, les flexbox, ça résout plein de problèmes qu'on avait jusqu'à maintenant dans les CSS avec les layouts qui vont jamais comme on veut, et où on est obligé d'acheter des divs, wrappers, etc. Voilà, non, c'est vachement bien pour se rendre compte qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça c'est bien très bientôt, ça arrive bien. Ça commence à être un petit peu démocratique. Exact. Top. Maintenant, tu vas nous parler de Smart Crop. Oh mon dieu, j'ai été ébahi par cette librairie. Alors c'est une libjs, toute bête, qui vous promet la chose suivante. Je prends une image de 100 par 200, et je vais en faire une image de 100 par 100. Il va falloir que je taille dedans, parce que je vais pas pouvoir, ou alors que je laisse du blanc autour, mais si je veux pas de blanc autour, il va falloir que je taille dedans. Et on sait très bien que quand on utilise des scripts de recadrage automatique, donc pas contrôlés par l'utilisateur, ça retaille au mieux au centre, sinon sur le côté. Bref, si on le programme, c'est en gros ça que ça cadre jamais comme il faut, l'utilisateur est jamais content, et pourtant c'est quand même tout automatique, donc c'est quand même intéressant. Bref, ce que nous propose Smart Crop, c'est de dire je vais développer, enfin Smart Crop a développé des algorithmes de reconnaissance d'images qui vont permettre d'analyser ce qu'ils appellent les zones chaudes de l'image et donc de centrer le cropping, donc la découpe de l'image, sur cette zone-là. Alors, pour ceux qui sont en vidéo, vous verrez des exemples de quelles sont les images qui sont, comment effectivement la zone chaude est détectée et du coup quel est le cropping qui est fait. Juste pour, bon ça c'est juste pour que vous compreniez un petit peu comment est calculée la chose et
et que vous puissiez juger de la pertinence de ce truc-là. Moi, honnêtement, je trouve qu'évidemment, bon, c'est un truc d'exemple de l'AI, donc les exemples sont toujours bien choisis, mais je trouve que c'est vraiment intéressant parce que c'est un problème qu'on a souvent. Alors, deux choses à savoir. Un, le cropping, le retaillage de l'image, pardon, est fait en JavaScript, donc il est fait sur le poste client. D'accord? Donc ça résoudra pas vos problèmes de performance, vous enverrez toujours vos images en pleine taille et vous les retaillerez après. Donc si c'est pour des problèmes de performance, c'est souvent pour ça que moi je développais ça typiquement avec teamsend.php qui me fait du retaillage côté serveur pour envoyer que les images de la bonne taille. Et ça résout pas ce problème-là du tout. Comment ça le résout? Donc du coup c'est un petit bout de code JavaScript qui va sur lequel vous allez lui dire bah voilà moi cette image-là je veux que tu me la retailles en 100 par 100. Il fallait pas la retailler. On est d'accord. Pour les gens en audio, il s'agit d'une jolie fille, vous aurez compris. Vous l'aurez certainement deviné. Et alors, moi je trouve que la promesse est un petit peu galvaudée parce qu'en fait, ce que te répond Smart Crop quand tu lui demandes, quand tu lui dis vas-y fais-moi le crop en 100 par 100 d'une image en 200 par 200 par exemple, il te répond en fait les coordonnées du coin supérieur gauche et inférieur droit de l'image. Après, c'est à toi de faire le petit bout de code JavaScript. Là, l'exemple qu'il donne, c'est par exemple de le mettre dans un canevas et de déterminer, tu fais un canevas en 100 par 100, puis tu dessines l'image dedans et des fonctions hyper simples en JavaScript pour le faire. Mais voilà, il te recrée pas une image en data URI par exemple, que tu peux intégrer dans un tag IMG direct, des choses comme ça. Donc il faut un petit peu de boulot quand même pour que ce retaillage soit complètement exploitable. Moi, tu vois, en termes de voilà, pour moi c'est une très très belle démo technique et il manque vraiment pas grand chose pour en faire un truc exploitable complètement. Donc ouais, le plus gros du boulot il est fait quand même. Bah grave, moi je trouve que le plus gros est fait. Après voilà, s'il y avait juste enregistré l'image derrière, c'est pas le plus compliqué. C'est clair. Mais voilà, donc c'est intéressant. Donc là aujourd'hui la démo qui nous est proposée, voilà, vous prenez une image normale, vous faites le retaillage, vous demandez à SmartCrop de détecter les coordonnées de la zone pertinente, de la zone chaude de l'image, et vous la redessinez dans un canevas de la taille de l'image que vous voulez avoir en destination. C'est comme ça qu'ils nous proposent, qu'ils font la démo. Voilà, moi j'ai pas grand chose d'autre à ajouter là-dessus. Je trouve que moi je trouve que ça résout des problèmes que j'ai rencontrés plusieurs fois sur des projets. Ouais, après, effectivement, il y a des fois, il cadre un peu bizarrement. Ouais, et des fois, c'est un peu bizarre, effectivement. Mais pas tout. Enfin, moi, je trouve qu'il cible quand même beaucoup mieux que les trucs où de toute façon, c'est toujours au milieu, quoi. Ouais. Non, effectivement, ouais, là, par contre, c'est mal cadré. Ouais, c'est bizarre sur la fille à bouger, c'est curieux, ouais. Non, mais c'est pas mal. Ça peut être un bon truc pour proposer un premier crop et si c'est bon, l'utilisateur il a juste à appuyer sur valider et proposer derrière un autre système de crop si besoin. C'est clair. Oui, ça peut être une idée de voir ça comme ça. Ok. Bon. Très bien. Est-ce qu'on passe rapidement sur les différentes sorties de la semaine? Alors c'est pas forcément de la semaine, mais c'est des dernières semaines depuis le dernier épisode, on va dire. Oui, alors très rapidement, on a eu WordPress 3.9, yes, qu'ils ont appelé Smith. Ça change pas des masses de choses, hein, ça reste WordPress. Grosso modo, le principal que ça aura changé, c'est au niveau de la gestion des médias. Ouais. Voilà, de toute façon, c'était un peu bordélique. Un peu compliqué, ouais. Moi, personnellement, j'ai jamais compris comment ça marchait. Les galeries de WordPress, tout ça, je suis peut-être un peu bête, hein, c'est fort probable. Mais j'ai pas trop compris comment ça marchait. Des fois, ça se met dans la galerie, des fois non. Voilà. Alors, j'espère qu'ils ont amélioré ça. Je t'avouerai que j'ai pas eu le temps de regarder encore. Ouais, bien sûr. Mais enfin, voilà. De toute façon, à part ça, il n'y a pas grand-chose qui change. Il y a des fixes de sécurité, quelques améliorations de performance, quand même un peu comme à chaque fois. Mais de toute façon, vous devriez pouvoir mettre à jour vos WordPress sans problème. D'autant plus que maintenant, ils se mettent à jour automatiquement. Oui, en plus, c'est vrai. Sinon, on a eu aussi Drupal, donc là c'est que de la security fix. Donc pour Drupal 7 et Drupal 6, n'hésitez pas à mettre à jour. Et on a Rails 4.1 qui est plus en bêta en fait. D'accord, qui est plus en release candidate 2 qui est sorti en fait, c'est ça. Hein. Et donc elle était déjà utilisable de toute façon avant en prod et puis maintenant elle est plus
Attends, et C'est la maintenant, vraie version. l'éditeur de Raise a officiellement déclaré que c'était exploitable en production. C'est ça. Super. Et donc on en a déjà parlé de ce qu'il y avait Oui, dedans oui, oui. avant. C'est pas une énorme sortie, mais il y a plein de choses qui sont pas mal pour les développeurs. Donc, on Vous a- avez le lien de la release note dans les notes de l'émission. Exactement. Et la dernière release importante, c'est MongoDB 2.6. Et là, c'est une release importante parce qu'ils ont quand même beaucoup amélioré le système. Ils ont notamment réécrit le système de requêtage. Donc ça change pas les requêtes que nous on écrit, mais c'est juste que du coup c'est plus rapide. Ouais, le moteur C'est d'exploitation. plus rapide et plus simple à développer derrière. Ouais, donc il y a plein d'autres choses, de la security fix, des améliorations de performance. MongoDB c'est encore relativement récent, donc je pense qu'il y a encore pas mal de marge. Ouais. Voilà, donc ceux qui utilisent MongoDB, allez voir la release 9, vous trouverez le Est-ce lien que dans ce dans les serait notes pas de quand version. même la base NoSQL la plus démocratisée? Bah si, Non? clairement. Il me semble hein, quand même. Hein. Si tu dois choisir un leader dans les bases NoSQL, moi j'aurais dit MongoDB. Je me trompe quand je dis ça? Qu'est-ce que tu penses? Non, je Non, pense que c'est ça. ouais, moi j'aurais dit ça. Hein. Ouais. De ce que je vois passer, je vois beaucoup parler de MongoDB et je trouve qu'ils évoluent beaucoup. Ouais. Bah, je sais que dans Rails, quand c'est pas dans une base de données relationnelle, c'est toujours Mongoid qui est utilisé. C'est un gem qui permet c'est un driver en fait pour MongoDB. D'accord. Bah, ouais. Donc voilà. Donc pour moi, il me semble que c'est la plus utilisée. C'est pas de me dire si on se trompe dans les Noter. commentaires. Yes. Que c'est possible. Pour ça. Bah ouais, bien sûr. Hein. On aime bien comme ça quand quand vous revenez nous voir en disant non, non, c'est des bêtises. Ah, t'as dit de la merde là. Il faut que tu te corriges. Bah voilà, on a fini pour les news. Ouais, c'est fini pour la section veille. Et maintenant, on passe au dossier. Assez rigolé, c'est le dossier. Et dans le dossier, c'est Teddy qui s'y colle cette semaine, et enfin pour cette émission, et qui nous propose un petit parcours initiatique dans Amazon Web Services. Teddy, nous t'écoutons. Eh bien, ça va pas juste être cette semaine, parce que AWS c'est assez touffu. Et donc aujourd'hui, je vais vous faire une présentation rapidement pour les personnes qui connaissent pas du tout, les développeurs qui connaissent pas du tout et qui voudraient voir comment on fait pour passer leur système actuel chez AWS. D'accord. Voilà. Et dans les semaines qui viendront, je ferai une revue plus en détail de chacun des services. Peut-être pas tous les services, mais les plus importants. Les principaux, voilà. C'est par lesquels il faut commencer en tout cas. C'est ça. Alors, AWS, qu'est-ce que c'est déjà? C'est Amazon Web Service, donc ça vient de chez Amazon. Et la genèse de ce truc-là, je vais appeler ça un truc parce que je sais pas trop comment l'appeler autrement, tellement c'est énorme. C'est que, en fait, Amazon, ils avaient déjà d'énormes fermes de serveurs qui, ils avaient surtout, du coup, ils avaient les compétences pour faire du cloud. En fait. C'est ça. Ils savaient avoir plein de serveurs en même temps, avoir quelque chose qui scale super rapidement, super facilement. Ils avaient toutes les API qui étaient développées, etc. Et la seule chose qui leur manquait pour faire de l'argent avec, tout simplement, et d'ouvrir. C'était de le vendre. Voilà. La seule chose qui manquait, c'était une couche, on va dire, publique, c'est-à-dire avec des gestions de droits d'accès, de sécurité, etc. qu'ils ont fait, et depuis, ça marche super fort. C'est clair. C'est la première solution d'hébergement en cloud qui est, je sais pas si c'est la première qui est sortie, mais c'est la première qui a marché en tout cas. Ouais, non, c'est le leader, il n'y a pas de débat. Voilà. Aujourd'hui, c'est leader, mais je sais pas si c'était les non, c'est premiers. certainement pas le premier. Je suis à peu près convaincu qu'IBM propose déjà des choses. Ouais, probablement. Enfin, voilà, aujourd'hui, c'est le leader. Faut savoir qu'il y a beaucoup d'autres solutions de cloud hosting qui sont basées sur AWS. Oui. Notamment Heroku. Absolument. Qui doit être la plus connue, je pense. Ouais. Après. Et voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que effectivement, c'est quelque chose qui est de plus en plus en vogue. On en parle de plus en plus. Il y a de moins en moins de startups qui se lancent sans être sur AWS. Je sais que, voilà, c'est peut-être plus le cas maintenant, mais que pendant un moment, quand des startups californiennes allaient voir des VC, comment on dit en français, des capital risqueurs, des investisseurs. Ouais. Ok. Un des critères, et c'était presque devenu un critère en tout cas, c'était d'être hébergé chez AWS. Parce que c'était une question de coût, c'est une question de pouvoir répondre à des demandes soudaines. C'est ça.
Voilà, donc c'est quelque chose qui est devenu très important. Et par contre, pour un développeur qui a pas l'habitude, ou qui a l'habitude d'avoir ses serveurs dédiés, Même ces hébergements mutualisés, hein. oui, voilà. Là, bah, c'est Enfin, vrai que c'est si pas aujourd'hui on est forcément sur de accessible. l'hébergement mutualisé, ça vaut pas le coup de passer chez AWS. Ça va coûter plus cher. Ouais, effectivement. Alors, ce qui est clair, c'est que AWS, on va parler coût, hein, si apparemment c'est ça qui t'intéresse. Bah, évidemment. Ça intéresse tout le monde, bien sûr. Alors, ce qui est sûr, c'est que AWS, ça va vous coûter plus cher que des serveurs dédiés. Ouais, ça, c'est clair. Parce que voilà, il y a toutes leurs surcouches, il y a le fait que vous puissiez utiliser à la demande des instances. Et effectivement, c'est quelque chose qui est plus cher. Donc, c'est pas forcément beaucoup plus cher pour des infrastructures un peu importantes. Mais si c'est pour remplacer vos petits serveurs dédiés chez un Qui me suffit ou quelque chose dans le genre, effectivement, Amazon, ça va va vous être coûter bien plus cher. Et ça va être plus cher pour moins de performance. Ouais, donc ce que je comprends, c'est que c'est plutôt pour des projets avec une ambition d'envergure un peu grande. Ouais, D'accord. ou surtout là où ça va être vraiment intéressant au niveau budget, c'est typiquement pour les applications qui ont des pics d'audience. Ouais. J'imagine qu'un site comme l'équipe.fr, ils ont tout intérêt à être sur un truc comme ça. Parce que la plupart du temps, ils vont avoir un certain nombre de visites. Et puis par contre, le Quand il y a soir un match de de Ligue 1, PSG Monaco, bah là effectivement, il y a plein de monde qui va voir dessus et ça vaut le coup. Et là, du coup, ça vaut le coup d'être chez AWS. Pourquoi ça vaut le coup d'être chez AWS? Parce que au lieu de réserver X serveurs Ouais. sur tout le mois et que ces X serveurs ils vont être là prêts à répondre à énormément de requêtes, mais que ces périodes de fort trafic sont concentrées sur quelques heures dans le mois. Il y a plein de sites où c'est le cas. Et l'avantage d'AWS, c'est que on scale son infrastructure Ouais. seulement quand il y a besoin. Et donc, Absolument. si on a personne sur le site, ben, on a une seule instance et une seule base de données qui tourne. Et si on a tout d'un coup, pour X raisons, un match de foot ou le site qui est cité sur, Ouais. sur Non, le site ou tout simplement, si vous êtes cité dans la debug room, Ouais, par exemple, ouais, Debug Group, c'est, ouais. ça va aller. Eh bien, du coup, là, vous pourrez scale automatiquement si vous vous préparez avec AWS, mais ça sera l'objet d'un prochain dossier, peut-être la semaine prochaine. Avec plaisir. Vous pourrez scaler automatiquement sur le nombre de serveurs dont vous avez besoin pour répondre à la demande. Et dès que la demande commence à réduire, eh ben, ça réduit automatiquement. Ouais, ok. Bon, mais tout ça, on le savait déjà un peu, c'est bien de remettre Ouais. les choses. Allez, on rentre dans le détail. Tu nous montres un peu tout ça. Alors, Qu'est-ce qu'il faut savoir pour AWS? alors l'angle d'attaque pour vous expliquer tout ça, parce que c'est vraiment trop touffu pour tout prendre d'un seul coup, c'est on va y aller petit à petit. Donc imaginons qu'on soit dans la situation où aujourd'hui on a plusieurs serveurs dédiés chez OVH et qu'on veut passer chez AWS. Donc pour ça, le mieux c'est de partir sur, on prend ce qu'on a aujourd'hui comme infrastructure et on la transpose chez AWS. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est juste change d'hébergeur, en fait. Voilà, on va partir sur cette idée-là. Et donc du coup, ça veut dire qu'on a des serveurs web, Ouais. qu'on a de la base de données et qu'on a du stockage. Voilà, vraiment le truc Stockage de de base. fichiers. Oui, voilà, Ça, le stockage ouais. de fichiers. Donc vraiment le truc de base. Alors pour ça, chez AWS, ils ont plein de ressources. Donc je vous invite à aller voir les notes de l'émission. Je vous ai mis plein de liens que je vous ai sélectionnés. Parfois Yes. en français, ça arrive, ça reste assez rare, mais ça arrive que ce soit en français. Et donc là, pour ceux qui ont la vidéo, ils voient le diagramme. On vous présente à quoi ça va ressembler. Donc ça reste assez classique. Ça Oui. ressemble quand même à une infrastructure qu'on a l'habitude de voir. Ouais. Ça ressemble à une On est un petit peu plus Bah, ça complexe. ressemble à une infrastructure web, quoi. Voilà. Donc effectivement, on a bon là ils rajoutent le DNS, ils ont aussi un service de DNS. Ouais. C'est pas forcément une obligation, mais voilà, grosso modo, on a Amazon EC2, le service Amazon EC2 qui sert de web server, et on a Amazon RDS, on y reviendra plus tard, mais qui gère la partie base de données, D'accord. et on a Amazon S3 qui lui c'est un gros disque dur en fait. Putain, Voilà. Accessible en ligne. Hmm. Qui permet aussi de délivrer le contenu, qui a aussi un serveur web, du coup. Si je dis Oui, pas de oui. bêtises. Non, c'est, Ouais. Et qui sert juste à délivrer du statique. il y a du statique, exactement. C'est là où vous mettez vos fichiers images, CSS, JavaScript. C'est ça. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Ah, tu mets tout ce que tu veux. Bah, j'ai Netflix, ils sont chez AWS, donc il y a toutes leurs vidéos. Des Là, vidéos, par exemple. ça va faire pas mal de gigaoctets. C'est vrai.
Voilà, donc sur les ressources, le mieux c'est d'aller voir sur le site AWS pour comprendre. Il y a plein de vidéos dans tous les sens, des présentations, etc. Mm. Il y a les livres blancs qui sont pas mal à lire, et pour les développeurs et pour les décideurs, parce que ça joue beaucoup sur les deux niveaux. Il parle beaucoup de avantage coût et avantage aussi développeur. Donc voilà, à aller voir, à inspecter. Moi, les choses sur lesquelles je peux vous aider, c'est expliquer comment fonctionne, comment on fait pour remplacer son infrastructure actuelle par les infrastructures AWS. Yes. Donc la base chez AWS, c'est le service EC2. Alors EC2, c'est Elastic Compute Cloud. Voilà, donc ça, ils auraient pu dire ECC aussi. Voilà. EC2, qu'est-ce que c'est? Bah, grosso modo, c'est votre serveur dédié. Donc c'est une instance, vous avez plusieurs niveaux d'instance, c'est-à-dire des tailles. Donc il y a la micro qui pour le coup est vraiment toute petite. C'est vraiment un tout petit serveur. Et après vous avez small, et après vous avez des instances qui sont spécialisées, c'est-à-dire qu'ils vont avoir soit énormément de mémoire, soit énormément de puissance de calcul. Il y a même des instances encore plus spécialisées qui vont être pour du calcul scientifique à base de GPU, des trucs vraiment qui dépotent, mais qui pour le coup pour le web sont pas ultra utiles. Le principe donc c'est EC2, c'est que c'est un peu comme un serveur dédié. Le seul truc c'est que vous n'êtes pas sûr en fait que une instance que vous allez lancer va durer tout le temps. Elle peut être terminée n'importe quand. Et c'est ça qui va être la grosse différence par rapport à votre serveur dédié. Oui, parce que moi, mon serveur dédié, il bouge pas. Je sais qu'il est toujours allumé. Voilà. Les fichiers que j'ai posés dessus, normalement, ils disparaissent pas. C'est ça. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment le truc à voir avec Amazon EC2. C'est pour ça que ça se fait pas comme ça quand même la bascule. C'est d'avoir un système qui vous permette de relancer automatiquement les instances. Ouais. Voilà. Et après, c'est un système que vous mettrez en place et qui va toujours servir pour les cas où vous allez avoir de fortes montées en charge, où il faut lancer des instances, il faut que ce soit automatique. C'est pas forcément automatique, mais du coup on perd l'intérêt si c'est pas automatique. Ouais, je comprends. Ouais. Et aussi pour les cas où il y a une instance qui est en erreur, peu importe la raison, il faut automatiquement Amazon il va pouvoir la relancer. Et du coup, si vous n'avez pas un script ou un système qui vous permet de relancer l'instance avec votre application, avec la bonne base de données, etc. Ouais, d'accord. Donc d'accord, parce qu'en fait, quand tu démarres une instance, elle démarre nue en fait. T'as pas tes données dedans du coup. Ah non, il n'y a rien. Et du coup, t'as peut-être même pas ton application potentiellement. Non, il n'y a rien. Là, quand tu démarres l'instance, c'est ton serveur, tu as un accès SSH. D'accord. Donc en fait, genre l'idée c'est régulièrement dans la journée, quand mon instance redémarre, parce que dans ce coup, elle a décidé de redémarrer. Parce que par exemple j'ai pas de trafic. En fait, elle démarre même pas, c'est juste qu'elle se termine et puis il y en a une autre qui prend le relais. En plus, oui, ça peut être une autre. Voilà. Et donc du coup. Et tout ça, c'est potentiellement, parce qu'en fait, tu sais pas. C'est clair. Donc il faut qu'en fait, là où j'ai mon serveur dédié, ou quand je l'ai paramétré une fois, que j'ai mis mes données dedans, j'ai configuré tout, ça bouge plus, j'y touche pas, et je vais boire un café. Là, en fait, dans EC2, il faut que je mette en œuvre. Il faut le scripter, en fait. Ouais, il faut que je scripte en fait le comportement que doit avoir la machine à son démarrage. En disant, alors il faut que tu t'installes la base de données, il faut que tu t'installes déjà, ça commence par le choix de l'AMI. L'AMI, alors c'est quoi, c'est quoi ça? C'est toujours pareil, hein, les acronymes, alors c'est Amazon. Ah non, je ne demande pas ce que ça veut dire, mais ça sert à quoi? Ah en fait, grosso modo, c'est est-ce que j'installe Linux, est-ce que j'installe Debian, est-ce que j'installe Windows? Ah d'accord, c'est une image. Voilà, une image système en fait. Donc ça commence par ça. Okay. Alors chez Amazon, il y a un marketplace. J'avais gardé le lien ouvert quelque part. Voilà, il est là. Et il y en a déjà beaucoup de disponibles. Ah donc j'ai pas besoin de les inventer, je peux en prendre une toute faite. Tu peux aussi créer ta propre image. Voilà, c'est ça. Tu peux t'installer ton Linux, t'installer ta base de données avec les données qu'il faut, tu peux mettre ton application dedans et dire ça c'est mon AMI que tu vas installer à chaque fois que je lance un serveur, une instance. Alors comment je la construis mon AMI? Genre est-ce que j'achète une instance avec genre un Linux Apache MySQL PHP dessus, genre je prends un exemple un peu débile, ou même juste un Linux Apache PHP, tu vois. Ça, je suis que en mode web server,
je pose mes fichiers dessus, machin truc, et puis dans l'interface de truc, je peux faire convertir cette instance-là en une AMI. Tu peux faire comme ça, ou t'as encore d'autres systèmes, tu vois, t'as le système de BS où tu peux faire grosso modo, tu peux faire un snap de ton instance, d'accord, à un moment T, et dire, bah ça c'est la base de mes prochaines instances. D'accord, donc ça crée pas une AMI en tant que telle, ça crée un espèce de oui, voilà, ça crée une snapshot que je peux réutiliser en disant, bah, voilà, toutes mes prochaines instances, tu récupères la copie de ce que j'ai fait là et tu me les transformes comme celle-là. Voilà. En fait, EBS, c'est comme pareil, je sais plus ce que ça veut dire, mais bon. C'est comme un disque dur que tu peux plugger, en fait, sur les différentes instances que tu as. D'accord. Voilà. Donc, voilà, c'est ça qui va beaucoup changer, en fait, dans l'utilisation d'AWS par rapport à un serveur dédié. C'est que, on n'a pas on n'a pas un processeur à soi. Oui, d'accord. On achète une capacité, mais on n'achète pas une machine en elle-même. Donc c'est vraiment un gros changement de mentalité qu'il faut avoir. Ouais, c'est clair. Ça demande quand même de travailler un petit peu, de Oui. préparer ta migration. Je peux pas juste me dire, bon, bah, j'ai un serveur dédié, je vais acheter un serveur EC2 sur ma machine, je vais copier-coller mes 3-4 scripts et ma base et mon machin et en avant la musique. Non, tu peux pas faire ça. Ça se passe pas comme ça. Non. Donc effectivement, ça demande vraiment, déjà, faut comprendre le système, faut comprendre comment tout fonctionne. Donc c'est pour ça que je disais qu'il est important au début de bien lire tous les livres blancs, toutes les ressources qui sont disponibles sur AWS, il y en a vraiment beaucoup. Ouais. Et même en dehors du site d'AWS, il y en a plein partout en fait. Pas de mots. Voilà. Grosso modo, c'est ce que je peux vous dire sur Amazon EC2. Au niveau tarif, puisqu'on en parle, par exemple, l'instance micro qui vraiment permet pas de faire grand chose, ça c'est vraiment très limité. Ça fait au mois, ça fait $36 environ. Donc, sachant que les tarifs ils changent beaucoup et la plupart du temps à la baisse. D'accord. Au mois, quand tu dis au mois, ça veut dire si elle est allumée pendant un mois, plein temps. Or, c'est pas forcément nécessaire, mais en fait, il faut toujours que tu aies au moins une instance pour que quand il y a une requête qui arrive, elle puisse répondre. D'accord. Ah oui, d'accord. Tu as quand même toujours au moins une instance d'allumée, donc c'est au moins $36 par mois. C'est ça. Alors, je la cherche là, la micro. Elle est tout en bas. Ah, pardon. Elle est là, voilà. Et là, donc c'est. Là, tu vois, tu as le droit à quoi? Tu as un virtual CPU et tu as 615 mégas de RAM. Et tu vois, tu n'as pas de. T'as pas de disque dur en local. Tu n'as que EBS uniquement. EBS, c'est Elastic Block Store. Store, c'est ça. D'accord. C'est élastique, il y a tout qui est élastique chez AWS. Et après, donc tu vois, tu peux avoir vraiment des instances qui sont très importantes. Ok. Voilà. C'est à peu près. Ça marche. D'accord. Donc mon instance EC2. Ouais. Donc du coup, EC2, tu peux t'en servir. Tu peux t'en servir un peu comme un serveur dédié, c'est-à-dire que tu peux dire que telle instance EC2 va servir de web server et telle instance EC2, je vais mettre MySQL dessus, ça va me servir de base de données. Tu peux fonctionner comme ça. Tu peux faire ça. Mais sauf que si jamais mon instance de EC2 de MySQL elle s'éteint, est-ce que je sais pas, il a des sites Amazon. Du coup, faut que tu la stockes sur faut que cette instance-là, elle ait un accès à un EBS qui du coup est un stockage persistant. Voilà, et c'est qui ça. du coup sur lequel j'aurais dit on va le repluguer sur la prochaine instance. D'accord. Voilà. Mais là, ça peut paraître compliqué, mais en fait, c'est pas pour les bases de données, il faut utiliser un autre service. Parce que c'est dommage de laisser sa base de données sur un EC2. Il faut utiliser RDS, Relational Database Service, qui lui, du coup, par contre, va garantir ta persistance au niveau de la base de données. D'accord. C'est là, du coup, la persistance est gérée, donc c'est toujours pareil, hein, c'est toujours en background, c'est toujours Au final, ça finit toujours par un serveur dédié quelque part. C'est ça. Donc finalement, c'est des instances EC2 qui sont derrière, mais du coup, là, c'est plus à toi de les gérer pour la base de données. Et pareil. Donc en fait, c'est un petit peu c'est clairement de l'infrastructure de service. C'est-à-dire, je vais sur ma console, qui est le point d'entrée de AWS, j'oublie si je dis des bêtises. C'est ça. Et je clique sur bonjour, je veux un serveur MySQL s'il vous plaît. Je vais dans le service RDS et il dit je veux un serveur MySQL et puis il me faut aussi un serveur Postgre. Hop, j'en ai deux. Je choisis sa taille pour voir un petit peu pour prévoir un petit peu ses performances et son prix parce que voilà tout est lié et en avant quoi. C'est un peu ça que tu me dis. Ouais, c'est ça. D'accord.
Donc c'est pour ça qu'il faut pas, ça peut être flippant au début, l'histoire des instances qui peuvent se terminer toutes seules, etc. Mais du coup, attends, si l'instance se finit toute seule, elles sont où mes données? C'est clair. C'est parce qu'effectivement, tes données, elles sont pas dans l'instance. Elles sont, soit t'as ta base de données qui est chez RDS, donc RDS, ça peut être MySQL, ça peut être Postgre, ça peut être Oracle Server, Oracle tout court, et SQL Server. Voilà. Donc, et là, par contre, du coup, la persistance est garantie. D'accord. Et pour ce qui est des fichiers statiques, les images, les vidéos, les MP3, peu importe, là, pour le coup, on a le service S3. Simple Storage Service. C'est ça. Parce que c'est facile. SSS. Et là, du coup, c'est l'équivalent pour les fichiers de la base de données. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est du EC2 derrière. Et que, en fait, vous pouvez héberger toutes vos données là-dessus et il y a la persistance qui est gérée, etc. D'accord, donc ça veut dire que du coup, il faut que je modifie quand même un peu mon application parce que là où moi, ma petite application, elle a stocké ça dans mon système de fichiers sur mon serveur dédié. Il faut que là, je lui dise, quand j'ai un utilisateur qui upload une image ou quand j'écris des logs, bon, tu fais ton traitement dans ton serveur, dans ton instance EC2. Et après, il faut que j'utilise. Après, il faut que tu dises, au lieu genre les API dans le système de fichiers en local, tu l'enregistres sur S3. Donc, effectivement, pour ça, il y a les API. Et qui sont très bien faites, qui sont disponibles pour énormément de langages. Moi, j'en connais pas qui sont pas utilisés pour, qui sont pas disponibles dans l'API. D'accord. Et tu ne connais pas des langages pour lesquels il manque l'API d'Amazon. Ouais, il y a vraiment tous les plus. Après, effectivement, il peut y en avoir des un peu obscurs. Donc il y en a pour PHP, il y en a pour Rails, il y en a pour Python, il y en a pour Java, il y en a pour Java. Qu'est-ce qu'on fait d'autre encore Il y en a pour Node.js, je sais pas. Ah, si, très certainement. Ouais, je pense qu'il doit y avoir aussi. Et de toute façon, la communauté peut s'en occuper. Généralement, c'est une des premières choses qui est faite. C'est ça, quand il y a un nouveau système qui sort, très souvent, ça arrive très vite, au moins pour S3. Ouais, parce que S3 c'est quand même ultra pratique. T'as RDS aussi quand même? Ça vient après ça. RDS, le truc c'est que si ta base de données elle est pas dans le même data center que ton serveur web, du coup t'as quand même la latence entre les deux qui joue. Et mais ça tu le contrôles, si tu peux le contrôler, mais non, mais ce que je veux dire c'est qu'en fait pour RDS finalement les API c'est les connecteurs MySQL. Ah oui, mais il n'y a pas d'API. Il n'y a pas d'API pour RDS en fait. C'est les drivers qui vont bien en fait. C'est pour S3 il y a des API parce qu'effectivement faut créer des seaux qui s'appellent des buckets et dedans tu poses tes fichiers dedans et puis l'API te répond son URL c'est celui-là, allez hop, à plus tard. Donc je crois que c'est ça l'ambiance. Oui, c'est ça. Alors que pour RDS non, mais là pour le coup ça marche comme d'habitude en fait. C'est ça. Ouais, t'as rien besoin de coder pour la base, par contre pour S3 faut quand même URL, t'as un mot de passe, t'as un nom de base de données, etc. Alors, par exemple typiquement j'imagine qu'en PHP c'est pas le cas, mais en Rails j'imagine que si tu développes en Rails, tu dois avoir des espèces de plugins ou des extensions ou des gemmes qui te permettent de dire finalement mon système de fichiers il est sur S3 et je touche pas à mon app et ça change rien. Non, c'est peut-être pas si simple. Non, c'est pas. Enfin, j'ai pas vu de cas comme ça. Non, faut le prévoir dans son application. Donc, quand je migre d'un serveur dédié à Amazon, il faut quand même que je me dise pour la base de données, ça va pas changer grand-chose. Pour mon serveur web et donc mon applicatif, il faut que je prévoie le déploiement automatique à la création d'une instance. Et par contre, il faut que je recode mon application pour toute la gestion des fichiers, des médias. Alors sachant que tu vois, le truc que tu vas faire le plus souvent, c'est de l'upload de contenu depuis le client vers le serveur. Et là, pour ça, je connais pas de librairie de gemmes qui te permettent de faire ça, qui gèrent pas S3 en plus, quoi. D'accord. Enfin, celle que je connais le mieux, c'est Paperclip. Ouais. T'as CarrierWave aussi. Dans les plus récentes, celles qui sont utilisées maintenant, les deux gèrent tout à fait S3 sans problème. D'accord, donc tu vas dans leur configuration, tu dis boum c'est S3, les credentials, la clé API de mon S3 c'est celui-là et
Problème réglé, quoi. Et pour le coup, c'est transparent. Et toi, tu vois, d'accord. Donc, si on utilise les bonnes technos, donc là, pour le coup, Paperclips, Raise, j'imagine qu'en PHP, il doit y avoir d'autres technos, je ne vais pas trop regarder, mais j'imagine qu'il doit y en avoir aussi. Euh, Finalement, ça peut ne pas coûter grand-chose, quand même, en termes de développement. Ça peut ne pas être complètement à développer. Voilà, pour ces services-là. Après, quand tu vas dans des services plus poussés chez AWS, là, pour le coup, tu peux tomber sur des cas où tu vas utiliser une gem qui sera pas compatible. D'accord. Voilà, notamment chez AWS, ça bouge pas mal, ils sortent assez régulièrement des nouveaux services. Ouais. Et donc, leur API à eux, elle va être à jour assez rapidement. Mais derrière, il faut que les API des gemmes, que les gemmes se mettent à jour. Enfin, voilà, le problème classique du client-serveur. Voilà. Mais après, une fois que de toute façon qu'on a RDS, EC2 et S3, on a fait 90% de ton service web, de toute façon. Après, après rien ne t'empêche. Tu vois, une partie des problèmes, hein. Voilà, et rien ne t'empêche après de prendre une EC2 et de foutre le service que tu veux dessus pour pas avoir à faire appel à une API spécifique AWS. Oui, alors après, t'as le droit aussi de faire ça. Ouais, effectivement, tu peux tout à fait faire ça. Voilà. Donc au niveau de la tarification pour S3, bah là c'est toujours pareil, c'est on paye ce qu'on utilise et donc au niveau tarif c'est toujours un peu compliqué de savoir combien on va payer dans le sens où on va payer au gigaoctet stocké. D'accord. Sachant que c'est des l'espace disque. Voilà. Et on va payer aussi suivant les services à la bande passante ou au nombre de ou pour 1000 put ou 1000 index, on paye tant, etc. D'accord, donc tu payes au stockage, donc au nombre, la quantité de données que tu stockes, voilà. Au nombre de fois que tu stockes dedans, donc à chaque fois que tu uploads un fichier dans S3, ils te prennent un peu de sous, et tu es payé aussi à chaque fois et tu payes aussi à chaque fois que quelqu'un récupère, lit ton fichier à partir de ton site web. Ouais, c'est ça les trois trucs de... Alors sachant que les coûts, voilà, par exemple, les demandes put, copy, post ou list. Donc tout ça, c'est ce qui est fait par ton application, donc tout ce qui va rajouter des données dans S3. C'est ça. Hein. C'est 0,005 $ pour 1000 demandes. Donc 0,5 centimes. 0,005 centimes. Ah oui, non, c'est même pas... Ah oui, c'est... Ah oui. Donc c'est pas grand chose. Et sachant c'est même pas 0,5 centimes, c'est encore. Ouais, et sachant que c'est pas les demandes get, c'est-à-dire où tu vas dire, c'est pas celle où j'affiche telle image. D'accord. Ça, c'est gratuit. Que elle, les demandes de... Non, les demandes c'est pas vraiment gratuit, c'est juste que du coup, tu vas le payer en... Non, les demandes get, c'est celle-là. Non? C'est pas ça? Demande get. C'est pas celle-là? Ah oui, c'est par tranche de 10 000. Non, mais surtout, ce que tu vas payer, en fait, c'est... Oui, parce qu'en fait, si c'est un gros fichier ou un petit fichier, c'est pas le même prix, effectivement. D'accord. D'accord, il y a le nombre de fois que tu demandes le fichier, il y a aussi la taille de ton fichier qui est pris en compte. Ouais. C'est vrai qu'on comprend comme c'est tout à l'usage, qu'en fait les modalités de calcul sont vachement plus complexes qu'un serveur dédié où on sait qu'on paye. Voilà. Ouais. C'est pour ça qu'encore une fois, ça change beaucoup de choses. C'est vraiment un sujet à étudier avant de dire tiens, on va passer à AWS. Ça se fait vraiment pas comme ça. Ouais. Pour aider, non, bah, en vrai, c'est normal. Effectivement, tu payes, encore une fois, c'est un changement de mentalité à avoir. Je connais pas de décideurs qui vont prendre la décision, qui vont suivre les recommandations, ou qui vont prendre la décision de passer sur AWS sans savoir combien ça va leur coûter, quoi. Alors, en fait, t'as un calculateur de prix. D'accord. Je mettrai le lien dans les notes de l'émission. Là par contre du coup comme tu as pu le voir, comme c'est complexe de définir le prix ici, ça faut que tu anticipes le nombre de fois que tu vas afficher un truc, tu vas afficher un fichier. Alors dans le cadre d'un transfert d'un site, tu peux les avoir ces informations là. Ouais. Tu sais, tu peux dire tiens, cette semaine-là, je vais calculer combien de bandes passantes j'utilise, combien de fois je fais une demande put, combien d'instances j'utilise, etc. D'accord. Donc ça peut se calculer, effectivement, encore une fois, c'est un peu plus complexe que de calculer un serveur dédié, mais ça peut se calculer. Ah, pour ça, c'est un dédié, c'est pas compliqué, quoi. Tu l'achètes, tu le loues, 40 $ par mois, prends. Et voilà. Oui, 40 $, c'est un petit serveur, mais voilà, c'est encore une fois, c'est pas quelque chose qui s'improvise. Ça marche. Après, donc il y a plein d'autres services. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ouais, on va faire ça. Il y a plein d'autres services qu'on verra plus en détail après. Je reviendrai aussi un petit peu sur EC2, sur S3 par rapport aux autres services. À chaque fois, ça s'interconnecte. Et alors si je vais parler un petit peu de Glacier quand même, parce que ça se rapproche beaucoup de S3. Allez, refroidis-nous. Ouais, et Amazon Glacier, en fait, grosso modo, ça va être un S3 pour le stockage de longue durée.
C'est-à-dire que c'est quoi dans longue le cadre, durée? longue durée, c'est plusieurs mois, plusieurs années. Ah, Et, c'est carrément de l'archivage alors. ouais, c'est clairement de l'archivage. Et D'accord. là, du coup, dans ce cas-là, ça coûte quasiment rien de stocker plusieurs gigaoctets, plusieurs téraoctets, de les stocker, de les laisser stocker. Par contre, ce qui va coûter un petit peu cher, c'est d'aller récupérer le fichier. D'accord. Parce qu'il faut casser la glace. C'est ça. Ouais, je comprends. Non, mais parce que ça doit être ultra, Ouais, c'est pas des services qui sont ultra prévus pour être sollicités, chiffré. quoi. Voilà, ça doit coûter. Et en plus, c'est fait aussi pour dire, voilà, c'est dans un coin, on le garde, mais pour nous, c'est chiant d'aller le retrouver, d'aller le chercher, c'est caché loin au fond. Donc du coup, ça nous prend un peu de temps pour récupérer. D'accord. Ouais, donc c'est ok. Et bah, mais du coup, ça peut être bien pour sauvegarder du log ou pour sauvegarder, je sais pas moi, l'historique de compta Ouais, de tous tes carrément. clients. Voilà. Et en tout cas, c'est S3, c'est comme S3, mais une utilisation encore plus particulière, plus D'accord. C'est spécifique. vraiment pour l'archivage de données. Voilà. On voit. Et ce qu'on va voir dans les prochains numéros, Ouais. c'est qu'effectivement, autant on peut se débrouiller avec juste EC2 chez AWS, Ouais. juste avec des instances EC2, mais c'est dommage de ne pas profiter de RDS et S3 comme on l'a vu aujourd'hui. Je sais que ça apporte vraiment des plus, on n'a pas besoin de se soucier de la pérennité des données ou la base Ouais, de et données. puis au moins la gestion de la sécurité du Ouais, serveur, voilà. la question de mise à jour de version et tout ça, c'est géré quoi. Tu t'en occupes pas, toi. Ça Voilà. c'est l'intérêt aussi. On verra aussi qu'on peut complètement automatiser ce qui est scaling. Donc autant D'accord, scale up et scale down, d'accord. c'est-à-dire ajouter de la capacité de calcul ou en enlever. Mhm. On peut automatiser énormément de choses comme ça et on peut faire appel à des services chez AWS de plus en plus spécifiques pour faire tel type de tâche, tel type de tâche. On verra qu'il y a des services qui sont spécialisés vraiment. D'accord. Bah écoute, Voilà. Donc c'est un c'est top. sacré. Voilà. Pour conclure, je dirais que c'est un domaine qui est ultra intéressant. Ça vaut le coup d'aller, même si c'est pas un projet qui est prévu dans votre travail, d'aller lire les livres blancs, qui sont pas D'accord. très longs, Dont les qui sont liens parfois en d'accès se français. trouvent dans les notes de l'émission, comme Voilà. ça vous avez pour les chercher. Ils sont parfois en français, sinon de toute façon c'est très, il y a beaucoup de diagrammes, il y a beaucoup c'est très imagé en tout cas. Ouais, Et allez voir, ce qui est un truc qui est sympa, je finirai là-dessus, c'est que vous avez le droit d'utiliser quasiment tous les services dans leur niveau minimum ouais. gratuitement pendant un an. Ah d'accord, donc on Voilà. peut essayer. Oui. Genre on peut Et tester quoi. voilà, on peut mettre en plus des alertes pour dire Quand bah, on, si quand on va jamais, bientôt passer en payant, à voilà, cause c'est de ça. l'utilisation, des choses Et on comme peut ça. même dire je veux D'accord. rien dépenser, du coup ça termine. Ça tue Voilà. tout et ça dit voilà, Et c'est donc fini. on peut utiliser, je me sens que c'est tous les services ou presque gratuitement pendant un an. Et ça se traduit comment? Bah, par exemple pour EC2 on peut avoir l'instance micro Ouais. lancée 24 heures sur 24 pendant tout un mois gratuitement. Ouais, Voilà. ce qui peut être intéressant. Voilà, donc c'est bien pour tester parce que du coup on peut même tester carrément de toute son infrastructure chez AWS. Et après décider de basculer ou pas, Voilà. effectivement. Bon, Et top. même pour un développeur débutant ou Ouais, freelance dans son coin qui ouais, veut c'est juste vrai voir que comment ça marche, bah, pour en fait tester, c'est c'est quand même gratuit. intéressant. Ouais. Ouais. En plus, c'est gratuit, alors pourquoi s'en priver? Mm. Eh bien, Enfin, merci voilà. Teddy pour cette petite présentation des principaux services d'AWS. Et Service de base. Ouais. ouais, et on passe à la toolbox. Et maintenant, ouvrons la toolbox. Et dans la toolbox, aujourd'hui, je vous propose de vous parler d'un outil que vous avez délaissé, que vous avez regretté, et je veux bien sûr parler de Firefox. Alors pourquoi je veux parler de lui? Parce que, alors, Firefox, on l'a délaissé, en tout cas moi, pour le développement mobile, je l'ai mis de côté, et pourtant je l'ai regretté, parce que Firebug me manquait à chaque fois, même si les DevTools de Chrome c'est quand même bien fait. Moi, ça m'a manqué, je trouvais que j'étais habitué à Firefox, à Firebug, merci. Et, Tu pouvais l'avoir il existe en JS aussi. ouais, mais bon, du coup, ouais, tu vois, il faut que je le pose dans tous mes sites. C'est pénible quand même, puis c'est pas aussi. Bon, c'était pas aussi fluide et voilà, quoi. Pas que ça à faire, foutre un code JS à chaque fois sur tous mes sites, dès que je veux débugger un bout de truc, quoi. Donc, du coup, je le faisais pas.
Bon, c'était juste pour vous annoncer la sortie de Firefox 29, ceux qui sont le plus, ceux qui ont la bonne idée de nous regarder en vidéo peuvent voir à l'écran, puisque c'est avec lui que je navigue. Pour ceux qui ont cru que c'était Chrome, eh bien non, et c'est bien ça tout le point intéressant dans Firefox 29, c'est qu'effectivement, bah, ils ont un peu mis de côté leur ancienne interface et ils se sont furieusement inspiré de Google Chrome. Bon, je vous détaille pas, je vais pas vous mimer à l'oral l'interface graphique qu'ils ont choisi, vous irez la regarder. C'est Mais quand même exactement la même chose. grave. Il y a aussi un bouton actualisé, il y a un bouton précédent. Non, mais c'est surtout les onglets qu'on a stocké. Qui stockent. Enfin, Là, les c'est OK vrai qui ont que changé, le fait que les icônes se sont remis là. Enfin bon, ils ont revu un peu leur interface. C'est vrai qu'elle est un peu plus moderne. Même le menu, les codes pour le menu, c'est c'est chromisé. exactement la même. C'est impressionnant. C'est clair. Il y a une raison pour d'avoir fait ça ou c'est juste de la jalousie? Moi, je parie sur la jalousie. Ouais. Je parie sur la jalousie. Non, mais je pense que les gens sont habitués aussi. Puis c'est vrai que son interface celle qui était proposée par Chrome était pertinente. Donc moi, je suis content. Et, du coup, moi, je vous l'annonce direct. Moi, je suis repassé sous Firefox. Effectivement, du coup, l'interface est redevenue séduisante pour moi. Et puis quand même, un des intérêts premiers, c'est que Firefox, lui, respecte votre vie privée. C'est quand même appréciable pour un navigateur qu'on utilise 90% de son temps, en tout cas pour mon cas. Donc, Et il y a, j'avais entendu qu'ils voulaient mettre une pub pendant les 40 premiers jours après l'installation sur la page d'accueil tu sais, quand on ouvre le navigateur. ouais, C'est déjà présent ou pas? je l'ai pas vu cette Tu l'as pas vu? publicité pour le Ouais, moment. c'est C'est vrai que moi j'ai viré la page d'accueil de base et j'ai remis la mienne que j'ai l'habitude d'utiliser, donc j'ai pas pu la voir. Mais c'est vrai que ça fait partie des modèles de rémunération de Firefox, hein, d'avoir un peu de. Je trouve pas ça totalement choquant, c'était juste. Non, non, mais moi je posais l'ai la pas vu. question. Je l'ai pas vu, donc je vais pas non plus chercher, mais je l'ai pas vu. Alors, il y a une deuxième chose quand même qui est intéressante dans Firefox 29, parce que au-delà du fait qu'il est plus joli et que je l'ai réutilisé, donc c'est quand même, il y a autre chose qui est intéressant, c'est qu'ils ont intégré dedans l'API Gamepad, qui permet du coup de manipuler notre Firefox et d'avoir accès aux manettes de jeu. Depuis vos applications web. Bah, moi je trouve c'est un bon move parce que c'est vrai que c'est une API qui est assez peu répandue dans les navigateurs et que C'est les seuls qui le font. probablement. Ouais. Donc du coup voilà, je trouve que c'est un move qui est intéressant parce qu'effectivement les jeux c'est quand même une tendance forte. Avec les CSS 3D qu'on a vu tout à l'heure, on peut faire des beaux jeux. Ouais, commencer à bien se marrer, sérieusement. Donc voilà, Firefox 29, téléchargez-le et si vous tenez à votre vie privée, repassez là-dessus si vous étiez sous Chrome. Je continue à vous parler de la Toolbox pour vous parler, je vais pas y arriver, une petite boîte, non c'est pas vrai, c'est pas une petite boîte, c'est une boîte qui est un peu costaud quand même, qui s'appelle Espresso Logic et qui a sorti un nouveau produit qui s'appelle Live Browser et qui n'a pas plus, pas moins que la prétention de vous générer une application HTML5 à partir du contenu de votre base de données et de sa structure. Donc, n'imaginez pas qu'ils vont vous créer un jeu à partir de votre structure de base, c'est pas ça le sujet. C'est évidemment ni plus ni moins qu'un browser, enfin c'est un back-office d'accès à votre base, au contenu de votre base de données. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il le génère automatiquement à partir de ces contenus. Donc vous lui dites, bah voilà, un login mot de passe de MySQL et Zoo va regarder et il te crée tout un back-office d'accès pour aller consulter ces bases avec un modèle qui s'appelle, alors évidemment j'ai plus le nom en tête, ce serait trop facile, mais en gros c'est liste détail, donc vous liste les contenus, puis vous pouvez après manipuler les détails, voilà, master detail, merci. Donc voilà un peu le principe qui nous est proposé. Alors ça c'est ce qui vient de sortir. Moi personnellement, je vous en parle parce qu'ils viennent de le sortir, mais je m'en fous complètement. Par contre, ça m'a fait découvrir un autre produit, et celui-là par contre, je voulais vous en parler, c'est celui qui vous permet de générer non pas une application HTML5, mais une API. Plutôt que de développer, c'est souvent, on se rend compte moi je sais que j'ai souvent, quand je développe une API, c'est souvent pour donner accès à ma base, alors je donne pas accès à tout, mais à une partie, voire à beaucoup de choses. Donc, ça me paraissait intéressant d'avoir ça s'appelle Live API, le produit s'appelle comme ça, et je le connaissais pas, et honnêtement, ça vous permet de
juste en lui donnant accès à votre base de données, qui nous crée une API JSON RESTful pour accéder à cette base. Après, vous pouvez rajouter des niveaux de sécurité, de la gestion des API, enfin des clés d'accès, etc. Mais vous avez dedans, voilà, toute la pagination, les filtres, les tris, les autorisations et éventuellement de la customisation supplémentaire. Donc moi je trouvais ça vraiment intéressant parce que autant l'API HTML5, très sincèrement, moi je m'en fous parce que je suis sûr que j'utiliserai jamais dans un cas client. Par contre, créer une API à partir de ma base de données plutôt que d'avoir à la coder moi-même, sachant que quand même 9 fois sur 10, ça peut faire des filtres, des tris, des listes, accéder à l'objet, enfin franchement on s'en fout de coder ça quoi. Bah moi je trouve ça bien cool. Donc voilà, je voulais vous en parler parce que je pense que ça peut être vraiment utile pour continuer à se concentrer sur notre métier et pas réinventer la roue à chaque fois. Pour ceux qui connaissent Rails, ça fait un peu penser à la gemme ActiveAdmin. D'accord, oui. Je sais pas si tu vois. Ouais, je vois très très bien. Ouais. Pour ceux qui connaissent pas, la gemme ActiveAdmin, c'est une gemme qu'on installe, c'est un plugin ou une librairie, je sais pas comment on appelle ça autrement. Ouais, une gemme. Hein. Voilà, une gemme. Et en fait, grosso modo, on l'installe et automatiquement, ça va nous gérer une interface d'admin pour un site quelconque. Et grosso modo, ça va être un peu la même chose. C'est-à-dire, on fait juste une liste des items dans une table. Et puis après, on peut cliquer sur modifier, voir, supprimer. Ouais. Enfin, toutes les actions crudes. Et ça a l'air de faire un peu la même chose en fait. C'est exactement ça. En tout cas, pour la première partie dont tu parlais. Exactement. Et là, il propose la même chose, c'est la même chose, mais en API. Quoi. Ouais, moi, je trouve ça cool parce que franchement, les coder à la main et faire payer son client pour coder une API qui de toute façon n'est qu'un crude transformé en REST, enfin un peu con quoi. Donc du coup voilà, avoir si ça peut vous rendre service. En tout cas moi je trouve l'initiative absolument intéressante. Par contre ça marche pas encore avec Postgre. Non. Alors les bases de données couvertes c'est MySQL, Oracle, SQL Server et Azure SQL qui est le service d'hébergement cloud de Microsoft. Voilà. Moi, j'ai rien d'autre à vous proposer. Ça peut servir. Ouais, moi je trouve ça cool aussi. Bon, bah écoute, ravi que ça t'ait plu, et je te propose qu'on passe à la zone 404. En avant dans la zone 404. Et dans la zone 404, je vous propose de découvrir la table de vérité de JavaScript. Alors pour ceux qui ont fait un petit peu de binaire et de logique numérique, dans vos années d'école, vous savez ce que c'est qu'une table de vérité, hein, c'est celle qui permet de savoir. Je sais pas du tout. Tu sais plus du tout? Non. Je me rappelle pas. Table de vérité, ça te permet de savoir en fait quelle est la réponse qui va être donnée. Genre si tu as une opération de comparaison par exemple entre 0 et 1, ça te permet de savoir en fait est-ce que ça te permet de savoir de connaître toutes les réponses, donc ça fait un tableau, donc bah voilà, je vais comparer 1 avec 1, 1 avec 2, 1 avec 3, 1 avec 4, et de voir un peu, bah voilà, si j'ai une comparaison un peu compliquée, je sais pas si le cosinus de, la racine carrée de la somme de ces deux nombres est supérieur à 0 ou à 1, tu vois, un truc un peu comme ça permet de savoir un petit peu si ça fait oui ou si ça fait non, si la réponse c'est oui ou c'est non pour toutes les combinaisons possibles de la comparaison. D'accord? Donc c'est ça une table de vérité. Pour ceux qui sont en vidéo, là, ce dont je vais vous parler, c'est de la table de vérité de l'opérateur égal, enfin double égal, triple égal et if de JavaScript. Parce que, alors, triple égal, elle est assez simple, puisque en gros, faut que le signe, faut que la valeur et le type soient le même en JavaScript. Donc, je sais pas, si je compare 0 et false, 0 ne sera jamais triple égal à false. Par contre, 0 sera triple égal à 0, puisque c'est bien de même type, et de même valeur. Alors que le double égal, oui, c'est un peu compliqué à l'oral, mais ceux qui regardent en vidéo, je suis désolé pour ceux qui l'écoutent en audio, tout est beaucoup plus clair. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est surtout la table des doubles égales, parce qu'on sait que la table des doubles égales, elle fait des conversions implicites. Je sais pas, 0, c'est implicitement converti en false, mais la chaîne de caractères 1, c'est implicitement converti en true. Bon, il y en a tout un tas d'autres. Et en gros, voilà, c'est ce qui nous propose d'aller découvrir, c'est de dire si
comment ça permet de visualiser les comparaisons implicites les conversions implicites en booléen qui sont faites par JavaScript. C'est vrai que très sincèrement, les apprendre par cœur, on a tous mieux à faire, et pourtant c'est quand même ni plus ni moins qu'une boîte à baffes. Enfin, c'est quand même extrêmement piégeux, en tout cas moi je trouve. Donc du coup, moi je trouve que c'est une ressource rigolote à avoir sous les yeux de temps en temps pour se rappeler que non mais il y a des trucs quand même assez rigolos. Je sais pas, un tableau vide, eh bien c'est converti en false. Tu vois, il y a rien d'évident là-dedans. Alors que un objet vide, c'est pas false. C'est cool, tu vois. Il y a un moment, tu te dis, non, mais faut arrêter de se foutre de nous. Bref. C'est le genre de... Non, mais c'est pas vraiment ça, c'est ça comme ils l'écrivent sur le site, c'est la morale, c'est que il faut utiliser les triples égales. Peu importe les circonstances. Les circonstances, aucune circonstance. Non mais elle est intéressante cette conclusion parce qu'effectivement moi c'est vrai que c'est vrai que c'est intéressant de se dire arrêtez, c'est clair, arrêtez les délires, utilisez les triples égales, faites vous-même les conversions si besoin est, de manière à ce que vous gardiez le contrôle de votre application. Bon, voilà, moi je trouvais ça un peu what the fuck, c'était sympa de. Moi je pense que ça peut être utile pour les débutants, pour qu'ils se rendent compte des problèmes potentiels que tu peux avoir à pas utiliser le triple égal. C'est clair. Ouais, c'est typiquement l'objet vide qui n'est pas false, alors que le tableau vide, tu dis, mais attends, sérieusement les mecs, quoi. Ça, c'est le bon exemple du truc qui peut vraiment te prendre la tête et te faire un bug pourri que tu vas mettre 3 semaines à... Exactement. Et après, quand tu vois pas 3 heures, on a dit. Non, mais voilà, mais tu t'arrachais les cheveux pour ça, sérieusement, non, quoi. Enfin, on a déjà assez de problèmes comme ça. Tu veux en parler un peu? Non, moi j'utilise le triple légal, je m'en fous. J'ai compris au bout de 2 ans qu'il fallait utiliser ça et c'est trop tard. C'est ça. Ok. Bon, voilà pour la table de vérité de JavaScript. À toi de nous parler de synthétiseur. Ouais, voilà, c'est un petit lien marrant. Faudra aller voir parce que là, pour le coup, c'est vraiment graphique. C'est vraiment graphique. Mais pour ceux qui regardent la vidéo, je vais vous ouvrir le lien qu'il faut et c'est aussi audio en fait. Aïe aïe aïe. Hop, alors on va baisser le son. Alors le principe c'est quoi? C'est que on a une sorte d'oscilloscope et on a un son qui est généré par le code qu'on voit sur la droite de l'écran. Et en fait, c'est ce code-là, tout simplement, il doit renvoyer une valeur. Et donc la valeur, on la calcule comme on veut. On a accès à, je pense, ça doit être du PHP. C'est pas du JavaScript ça? Non, c'est du JavaScript. Ouais, c'est plus simple en plus de faire du JavaScript dans un navigateur. Ouais. Et donc en fait, le but c'est de retourner une valeur qu'on calcule comme on veut. Donc là, par exemple, l'exemple qu'on a, c'est signe de 441. Et du coup, ça fait ce bruit-là. Voilà. Donc c'est un bruit monotone. Mais si vous êtes un peu matheux, vous pourrez arriver à ce genre de résultat qui est déjà beaucoup plus sympa. Et ouais, je vous mets le son. Avec des maths. Avec des maths, bah tu vois exactement le. Ah ouais, en plus ça devient compliqué, moi je serais incapable de comprendre ce que ça fait. Alors, explique-nous tout ça, Teddy. Non, j'ai pas envie. mais voilà, en fait, c'est marrant pour les gens qui veulent. Là, par contre, il faut vraiment être matheux pour le coup. Mais voilà, en fait, c'est juste une utilisation sympa de ce qu'on peut faire avec JavaScript. Et avec, du coup, ça va être l'API audio qui est utilisée pour générer ça. Voilà, je trouvais ça marrant. Et donc là, le résultat, je sais pas si on entendra bien dans la vidéo. Je vais monter un peu le son. On est déjà à fond? Ouais. Ok. En fait, ça, c'est pas extrêmement génial ou peu importe. Mais c'est déjà généré par toute une série de fonctions dans tous les sens avec des. Tu vois, il y a des fonctions maintenant, je sais même pas de ça vient, quoi. C'est un paquet de fonctions mathématiques. Ouais. D'accord. Ah, voilà, je trouvais ça marrant, c'est une utilisation un peu détournée du JavaScript et des fonctions mathématiques. Ouais, non, c'est cool. C'est cool, c'est rigolo. C'est vrai que. Mais tu vois, je verrais bien, j'enverrais bien ce lien-là, tu sais, dans une université ou un truc comme ça, où les mecs, tu sais, où il y a des scientifiques qui font toujours un peu de dev. De scientifiques, quoi. Ouais. Et je leur enverrais bien ça pour voir s'ils arrivent à générer comme musique. On va dire, reprenez-moi le dernier tube de Rihanna pour voir ce qu'ils sont capables de faire. Ouais, ou il est trucs mieux, tu vois, mais. C'est bien, Rihanna.
Enfin voilà, j'ai trouvé ça sympa. Et puis en plus, du coup, on peut aussi aller voir à quoi ressemble le code. Il est disponible sur GitHub. Cool. Bon bah c'est top, Voilà. écoute, j'irai pas regarder en détail ton synthétiseur parce que honnêtement ça va me faire mal au crâne, mais je trouve Alors, ça bien sympa, c'est plus pour le défi technique ouais, ou le défi mathématique, mathématique, quoi. c'est clair. Bon bah c'est cool, bah écoute, On a fini? on a fini, Ouais. exactement, il nous reste plus qu'à nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver sur internet si on veut te défier avec ton synthétiseur. Du coup, je vais passer parce que j'ai pas envie de... Là, je suis sûr de me faire battre pour le coup. Non, vous pouvez me retrouver sur Twitter, @bellybast. Et pour ma part, vous me retrouverez sur mon site internet www.benjaminazan.com où vous retrouverez mes liens Twitter, Google+, si vous voulez me retrouver sur ces réseaux-là. Bien écoute, merci Teddy pour Merci cette à toi. émission. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve dans 2 semaines. Salut! À très bientôt.